Alors, j'ai intitulé la présentation de cette façon en disant agir pour performer et comprendre pour agir et performer, euh, pour, euh, pour interpeller sur l'articulation qu'il peut y avoir entre l'action et la recherche, c'est-à-dire l'accompagnement sur le terrain et la recherche. Alors, agir pour performer et comprendre, c'est-à-dire que je crois que ce qui doit finaliser la démarche, c'est d'abord d'être immergé dans une situation d'entraînement et de compétition et d'avoir le désir profond que eh bien, les athlètes que l'on accompagne, quand on fait partie d'un staff, réussissent au plus haut niveau possible. Et de mettre tout en œuvre en termes de perception, en termes de désir, en termes de motivation, en termes de recherche, en termes d'accompagnement pour qu'ils y parviennent. Et une fois que l'on a vécu ces situations d'entraînement et de compétition, je crois que la seconde démarche, effectivement, c'est de chercher à comprendre et de mettre en œuvre des procédures de recherche, aussi variées soient-elles, pluridisciplinaires, pour pouvoir éclairer ce processus de performance. Alors la diversité comme richesse, là, vous voyez les petits points rouges, ce sont les pôles France de natation, et puis les petits points bleus sont les pôles espoirs. Ceci pour vous dire que eh bien, à la fois les compétences, à la fois les lieux d'entraînement, à la fois les structures sont diverses, les personnalités des entraîneurs également, mais cela pose un certain nombre de problèmes en termes d'accompagnement. C'est-à-dire le problème qui se pose à nous, c'est de savoir comment, à la direction technique nationale, on met en œuvre un dispositif, un processus, pour permettre d'accompagner ces structures qui sont éparpillées sur l'ensemble du territoire vers la performance. Alors, quel pilotage, quelle régulation de la direction technique nationale? Il s'agit d'enrichir l'ensemble du processus en programmant des actions et des stages. Et sur ces actions de stage, eh bien, intervenir, comme vous avez pu le voir, dans le domaine de l'analyse du mouvement, mais aussi dans les autres domaines de la science ou sur les autres aspects scientifiques, accompagner les structures et les athlètes en décentralisant eh bien, les structures d'intervention dans les CREPS, mais également sur des pôles de ressources nationaux, comme il peut en exister à Prémanon, intervenir sur le groupe olympique, échanger avec les entraîneurs via des documents ce type de documents, mais aussi des documents de formation, des rapports, et aussi être leader à la direction technique nationale en matière d'idées, d'innovation et de compétences, mais aussi de diffusion d'informations. Alors, ce petit schéma également pour vous montrer qu'au dernier championnat du monde, la France a un effectif relativement modeste parmi les nations médaillées, puisqu'il y avait 21 nageurs à Shanghai, pour 47 pour les Australiens, 46 pour les Chinois et 45 pour les États-Unis. Donc ça pose deux problèmes. Puisqu'on était quatrième nation mondiale au niveau des médailles, ça pose deux types de problèmes. Le premier problème, c'est de dire si l'effectif est plus réduit, eh bien, il va falloir être ultra performant en termes d'action et de dispositifs d'accompagnement. Ça, c'est le premier problème que ça pose. Comment on fait en étant 21 pour être aussi performant, voire plus performant pour des nations dont les effectifs sont plus denses. Le second problème, c'est de dire comment on densifie dans les années qui viennent pour pouvoir, à terme, essayer de passer de la 4e place mondiale à la seconde. Donc, qui dit densification, dit aussi multiplication des structures, multiplication des entraîneurs, et donc multiplication des actions d'accompagnement ou des actions de recherche auprès de ces groupes-là. Donc, ça pose des problèmes stratégiques de logistique et de moyens. Alors, sur ce domaine de l'analyse du mouvement, de quoi est-on parti? Eh bien, on a analysé les performances au niveau international. Là, ce sont les Jeux Olympiques d'Athènes. Et puis, en analysant ces performances, on s'est rendu compte que de façon récurrente, eh bien, les virages et les départs des nageurs français étaient systématiquement moins rapides que ceux de leurs homologues internationaux. Donc ça, c'était à Athènes en 2004. Donc à ce moment-là, on s'est dit, eh bien, il faut que l'on mette en œuvre une politique, une stratégie, pour faire en sorte que les nageurs français, sur ces parties de la performance, deviennent plus performants et deviennent les plus performants du monde. Alors, on a articulé plusieurs moyens. Le premier, ça a été une veille internationale qui a consisté à essayer de se renseigner sur comment s'y prenaient nos concurrents, d'un point de vue technologique, sur le plan de la recherche,
sur le plan des méthodes d'entraînement. Donc là en bas, vous pouvez voir eh bien, les équipements technologiques de Canberra. Un plot équipé. Le chariot que je pousse, là, il est traîné par un petit trolley. Mais ça ne change pas grand-chose, je pense, aux images obtenues. Une équipe, donc des moyens. Une équipe constituée à la fois de scientifiques, de scientifiques ayant une formation d'ingénieurs, de physiologistes et du médecin. Alors ensuite, une posture. Une posture qui consiste à différencier les processus de production des sciences, c'est-à-dire une approche strictement scientifique, et les processus de production des techniques. La technique étant envisagée comme l'action permettant de parvenir à la réussite d'un projet global. Comment on fait en sorte que les virages et les départs des nageurs français soient les meilleurs du monde pour nous-mêmes devenir de plus en plus performants. Et donc la différence entre les deux approches, c'est que eh bien, les processus de production des techniques, également appelés approches technologiques, eh bien, elle part d'une demande du terrain, elle part d'une nécessité, d'un projet. Et puis il y a une activité de conception autour de ce projet, et dans le cadre de cette activité de conception, elle va utiliser un ensemble d'éléments et de connaissances, alors à la fois techniques, empiriques, scientifiques. Elle va convoquer les résultats scientifiques, elle va les utiliser, elle va y prendre appui, mais aussi des approches transdisciplinaires autour de cette thématique qui est une thématique de performance. Alors le second élément de la posture, il est extrait de l'ergonomie du travail et il consiste à distinguer la connaissance et l'information. Alors la connaissance, qu'est-ce que c'est en quelque sorte? C'est le savoir vécu et dans la globalité du contexte et intégré par l'entraîneur. C'est la signification qu'il donne à son activité, c'est comment il mobilise les différents résultats. C'est ce qu'on a pu voir un petit peu sur le film, c'est-à-dire qu'il ne mobilise pas trop de connaissances scientifiques. Et puis l'information, en quelque sorte, c'est les articles scientifiques, elle est extérieure à l'entraîneur, c'est les données culturelles d'un champ thématique donné, ce sont des résultats scientifiques. Et notre travail en accompagnement, c'est permettre de transformer à la fois l'information en connaissances, c'est-à-dire faire en sorte que l'entraîneur s'approprie les connaissances scientifiques, ce qui lui permet d'incorporer, d'intégrer, de contextualiser les résultats qu'on va lui donner, et puis dans l'autre sens, de l'interroger, de l'amener à formaliser ses savoirs de terrain, de généraliser, d'abstraire, de décontextualiser. Et à travers ce double mouvement, eh bien, l'entraîneur construit du savoir, construit des stratégies d'action qui vont faire en sorte qu'il va devenir plus performant sur le terrain. Voilà. Alors, on ne peut agir seul. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de pôles de compétitivité qui consistent à associer à la fois des organismes publics, la fédération, le CREPS, on a aussi travaillé avec le CAIPS à Poitiers, des universités, et puis des entreprises privées qui possèdent un savoir-faire en matière de technologie excellent. Alors, ce projet, il nécessite de mener 3 expertises parallèles, une analyse scientifique, une conception d'outils de terrain facilement utilisables, opérationnels, rapides, et puis également des stratégies d'intervention et d'accompagnement sur le terrain qui relèvent eh bien, de la pédagogie, de l'accompagnement, des processus d'interaction avec les entraîneurs et de positionnement dans un staff. Alors, un exemple d'expertise scientifique sur les virages, c'est le travail qui a été conduit par Frédéric Puel et qui a consisté à différencier les habiletés et les productions de force des experts versus les non-experts pour les virages. Un exemple de... Alors là, on ne voit pas très bien. Pardon. Ah, ça ne fonctionne pas. Désolé. Vous voyez. Je suis désolé. Ça, c'est ce qui concerne l'analyse des courses, la partie de vidéo que vous avez pu visualiser. Ici, on peut voir
l'évolution souhaitée et probable du système qui consiste à mesurer la vitesse instantanée des nageurs au cours de leur course. Alors on espère qu'on va parvenir à finaliser ce dossier. Alors ça répond également à une demande des entraîneurs qui souhaitent mesurer au plus près de l'action des nageurs ce qui se passe pendant les courses. Alors, analyser le mouvement, c'est important. Ce qui convient, ce qui est aussi essentiel, c'est de transformer la technique. C'est-à-dire sur quel modèle des apprentissages moteurs on s'appuie, quelle technique de transformation on utilise pour, une fois que l'on a pu analyser le mouvement et relever certains indices, eh bien, transformer la technique pour faire en sorte qu'elle soit plus performante. Donc on convoque l'ensemble des modèles des apprentissages moteurs, ça peut être les modèles dynamiques, ça peut être les modèles cognitivistes, ça peut être... Et on fait en sorte de synthétiser ces différents modèles en principes d'action qui sont directement opérationnels pour l'entraîneur. Alors, un exemple de fiche qui synthétise un modèle pour l'action, les principes fondamentaux de la technique au virage. Pour être performant au cours du virage, il faut augmenter la vitesse d'approche du mur, se placer à une distance optimale du mur, amorcer la vrille pendant la rotation, ne pas se redresser mais s'aligner en fin de rotation, avoir le maximum de vitesse horizontale au moment où les pieds quittent le mur, être situé à une profondeur supérieure à 50 cm. Donc l'ensemble des recherches nous conduisent à avoir des principes d'action qui finalement sont relativement simples et qui vont demander du travail pour être incorporés au cours de la pratique. Alors, diffuser également les expertises, les savoir-faire de terrain. Donc l'ensemble, le petit document que je vous ai montré, on est en train de concevoir un DVD de 6 heures organisé en index thématique pour pouvoir le diffuser à l'ensemble des entraîneurs français et assurer de la sorte une courroie de transmission entre les expertises des entraîneurs nationaux et l'ensemble des entraîneurs français. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions? Merci Philippe de cette présentation, mais qui restait quand même dans les généralités, très loin au-dessus d'un certain nombre de points. Et j'aurais aimé que tu viennes en détail autour d'un certain nombre d'éléments factuels, préciser plus. 2 questions donc pour rester dans les généralités. La première, comment tu évalues ton propre travail, le travail de la cellule en général, comment cet apport-là, qui est important puisqu'il est décentralisé, tu le dis bien, et c'est essentiel d'aller au contact, d'aller retrouver le plus près possible pour essayer d'en tirer les remontées les plus importantes. Comment tu l'évalues, ça, ce retour, et comment tu l'évalues surtout par rapport à d'autres facteurs qui ont changé dans le même temps, que ce soit les gabarits, que ce soit l'âge, que ce soit les textures des combinaisons, les avancées, les reculs qu'il y a eu sur ces domaines-là. Comment cette partie-là s'inscrit dans l'évolution globale de la natation mondiale? La performance, elle est complexe, donc c'est difficile d'évaluer, si j'ai bien compris ta question, la conséquence ou l'effet de notre travail systématiquement sur la performance. Ce que l'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui, les nageurs français ont les virages et les départs qui sont parmi les meilleurs du monde. Ça, c'est une réalité. Alors qu'il y a 7 ans, on était parmi les plus mauvais. C'est un indicateur. Un autre indicateur qui est plus diffus, plus implicite, c'est les connaissances des entraîneurs sur la thématique. C'est-à-dire, on vit à leur contact, on partage notre temps avec eux et on a accès, à travers les discussions que l'on conduit avec eux, à travers les échanges qu'on a avec eux, à leur savoir d'action, à leur formalisation, à leur stratégie. Et on peut observer que ces stratégies évoluent. On peut observer, alors on peut l'observer dans les discussions et puis on peut le quantifier. Quand on réalise des entretiens d'explicitation sur les stratégies des entraîneurs en 2004 et qu'on en réalise aujourd'hui, eh bien on se rend compte que les savoirs ont évolué, que les stratégies se sont modifiées, que les savoirs sur la performance ne sont plus les mêmes. Voilà. Donc,
20 minutes, donc effectivement je ne vais pas préciser grand-chose. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est dans une perspective qui est transdisciplinaire et que ce travail qui est conduit, on souhaite le conduire dans tous les autres domaines. La prévention du surentraînement, la prévention de la fatigue, la physiologie, tous les domaines qui sont attachés à la performance, la nutrition, la diététique, et que l'on a des stratégies de cette nature, c'est pour ça que vous me voyez assez peu à l'IRMES, dans tous les domaines de performance. Là, on n'en a présenté qu'un seul puisque c'était la commande, mais la volonté, c'est d'avoir ce type de stratégie sur tous les domaines de performance. Ouais, je prends la première phrase là qui tourne et je la rapporte au deuxième film avec l'athlète là, qui était en rouge, et je me demande à qui doit profiter prioritairement ce type de démarche. Parce que j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est un effet de loupe, mais c'est les entraîneurs qui sont la cible. Mais quand je vois l'athlète et l'interface entre la connaissance et l'entraîneur qui est en fait alors facilitateur ou gênant vis-à-vis de la connaissance, je me demande si la centration, ça ne devrait pas être sur l'athlète avant les entraîneurs. C'est une vraie question. Ben, oui, c'est une vraie question, mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui beaucoup de complexité. Je crois qu'on oublie un petit peu les trois principes fondamentaux de l'approche complexe, qui sont le premier, le contexte, le second, la finalité, et le troisième, la hiérarchie. Donc le contexte, c'est le contexte de performance. La finalité, c'est produire de la performance. Et la hiérarchie, c'est les gens qui produisent la performance et qui accompagnent les athlètes à produire la performance, qui organisent ce qui leur semble utile pour performer. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi manichéen que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut suggérer, on peut avancer un certain nombre de choses, mais la dynamique du projet, c'est celle-là. C'est à un moment donné, c'est les athlètes, les entraîneurs qui produisent la performance, qui déterminent leurs besoins. Donc si le besoin, c'est d'interagir de la sorte, c'est lui qui décide. Un autre aspect aussi, c'est que c'est un flash, quoi. On ne condense pas en 20 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question Sur les aspects un peu plus scientifiques, tu peux échanger avec Frédéric, qui a fait sa thèse sur les virages. Et puis Nicolas, qui a beaucoup travaillé sur les départs.